Aujourd'hui, on vit dans un système ultra performant, ultra complexe, qui fait qu'on clique sur un bouton et que des tomates nous arrivent de Nouvelle-Zélande, ou des fraises nous arrivent du Pérou, ou des avocats de Nouvelle-Guinée. Et c'est ultra puissant, sauf que c'est très dépendant notamment des énergies fossiles, qui sont le bourreau de notre environnement. Donc on fonctionne avec une machine ultra puissante, on appuie sur des boutons et tout arrive en un instant. C'est un peu le culte du tout de suite, c'est un peu l'aboutissement de la société de consommation. Ça parle d'un système qui, pour moi, est très complexe, très puissant, mais pas forcément très résilient au choc. Et notamment, on le voit avec la crise en Ukraine, dès lors qu'on a un problème d'approvisionnement en énergie, ça remet en question tout ce système-là. Et donc, localement, on peut avoir envie de recréer de la résilience, alimentaire par exemple, mais pas seulement. Et c'est là que j'en viens à la question relationnelle, c'était l'objet de ta question, c'est que moins on est amis avec les ordinateurs qui nous permettent d'avoir tout ce dont on a besoin, plus on va avoir besoin de réseaux d'entraide, plus on va avoir besoin de savoir vivre ensemble et d'interagir avec des autres êtres humains avec qui on peut avoir des tensions. Et c'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour. Bonjour à tous. La planète se réchauffe et l'Inde étouffe. Le mois de mars a été le plus chaud jamais enregistré avec 9 degrés de plus que la moyenne. Il a même fait jusqu'à 50 degrés au Pakistan. 33,1 degrés, c'est la moyenne des températures maximales du mois de mars en Inde. Un niveau de chaleur jamais enregistré en 122 ans. Le réchauffement du climat n'est plus une théorie scientifique en Inde. Il se ressent au quotidien et à des niveaux encore plus intenses qu'ailleurs. Le printemps ne dure maintenant plus que quelques jours et l'été arrive plus d'un mois en avance. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau de l'État, ce qui se passe dans la société de consommation, justement, on a lâché prise un peu là-dessus parce qu'il y en a marre de se lever le matin en colère en fait, ou frustré, ou c'est une énergie qu'on n'a plus envie, quoi. Là, ici, on a prise sur nos vies, on a prise sur le projet, on a prise sur tout ça. C'est pas notre façon de faire d'aller manifester. En fait, on s'est dit, nous, on avait plutôt l'énergie de créer. Donc d'être pour quelque chose, d'essayer des choses en fait, plutôt que de râler, d'être contre tout le temps, on a préféré mettre en vie la vie dont on rêve et dont on a l'élan, quoi, de ce qu'on avait envie de faire, quoi. Enfin voilà, on est en chemin, quoi. On est en chemin pour prendre soin de soi, de l'autre, de l'environnement. De toute façon, c'est l'objet aussi de l'association. Ce que j'espère apporter avec la communication vivante, c'est passer d'un monde de compétition à un monde de coopération, dans lequel la vie circule et dans lequel on peut coopérer, on peut faire ensemble, on peut imaginer ensemble de nouvelles solutions. Pour moi, la communication vivante, elle parle de la relation entre les gens, certes. En réalité, au sein de cette discipline, on va tenter de discerner la responsabilité qu'on a dans la relation et la responsabilité qu'on a tendance à faire porter à l'autre. Et je dis ça parce que justement, pour moi, la transition, ça repose sur la question de notre responsabilité commune à cultiver un monde dans lequel on va pouvoir vivre. Donc l'histoire d'une base à Nice, ça vient d'un mouvement national d'Alternativa national qui a essayé à travers ses groupes locaux de faire en sorte que cela se lance dans des projets de tiers-lieux, de lieux de convivialité. Mais rapidement, en fait, on s'est aperçu que tout seul, on ne serait pas assez fort et que ça ne serait pas forcément très intéressant de cantonner ça à l'association Alternativa. Donc on a décidé de tout de suite proposer ça et demander si ça ne pouvait pas intéresser un certain nombre de partenaires de s'associer pour créer un tiers-lieu de la transition, un lieu associatif pour la culture de la transition écologique. La permaculture, à l'origine, c'était l'agriculture permanente qui s'inspire des modèles naturels dans la nature, en fait, des systèmes, des écosystèmes. Et les fondateurs ont développé ce qu'on appelle la fleur permaculturelle. Donc ça a été c'est un concept qui a été beaucoup travaillé par David Holmgren, le cofondateur de la permaculture.
c'est un outil qui peut s'appliquer à différentes échelles. C'est vraiment, soit on va concevoir un petit lopin de terre lié à notre mode de vie, à nous, personnel, mais ça peut aussi être un outil très puissant pour concevoir un quartier, une ville en transition, un pays. La permaculture, elle n'a pas de parti politique. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une secte. Dans la nature, on parle beaucoup de diversité, de biodiversité. Voilà, nous, notre truc, c'est pas notre truc d'aller manifester, d'aller faire ce genre de choses. Mais c'est bien, il y a d'autres personnes, c'est leur truc. Et c'est bien qu'ils le fassent. Mais nous, et par contre, nous, ce qu'on fait ici, c'est pas leur truc. Et en fait, je pense que le combat, si on peut dire ça, il peut se faire de plein de façons différentes en fait. Pourquoi on devrait tous penser pareil, faire pareil, aller manifester ou quoi que ce soit? Après, moi je pense qu'en produisant des légumes bio, en faisant ce qu'on fait ici, je pense qu'on fait quelque part de la politique. En accueillant des enfants ici et en les intégrant, en leur permettant d'être dans la démarche éducative, d'être auteurs de leurs vacances, d'être dans la gouvernance partagée, d'être... on leur permet d'être dans la prise de décision, tout ça. Je pense qu'on fait ça, mais à l'échelle humaine, à notre échelle à nous. Voilà, moi la politique de là-haut, encore une fois, je me sens démuni, je vois pas ce que je peux faire. Permaculture et transition, oui, c'est presque synonyme. C'est vrai que transition comme développement durable, ce sont des mots qui aujourd'hui sont beaucoup repris en politique d'ailleurs et qui n'apportent pas vraiment de solutions concrètes. Enfin, c'est un petit peu cette histoire de greenwashing où on va trouver des alternatives énergétiques par exemple, mais sans réfléchir à réduire nos besoins en consommation. Donc en permaculture, on va être peut-être un peu plus radical ou en tout cas, on n'est pas là pour faire du greenwashing. En fait, on ne sait pas si on a raison. On ne cherche pas à transformer le monde ou à transformer les autres. On fait ce qui nous semble juste pour nous et on le donne à vivre, on le donne à considérer et à chacun de prendre responsabilité, de prendre des petites choses à droite et à gauche. Je crois que c'est ça qui est important en fait dans la transition aujourd'hui. Le design, c'est l'outil de base, c'est l'outil au cœur de la permaculture. Comme je disais, ce n'est pas simplement produire des légumes ou juste réfléchir à sa consommation énergétique, c'est aussi concevoir un système. C'est un processus complexe parce qu'on travaille avec la complexité d'un lieu, de gens aussi qui sont en lien avec ce lieu, on travaille avec leurs besoins, avec le contexte du terrain, de l'endroit où on se trouve géographiquement, le relief, la pluviométrie, le type de sol. C'est un outil de réflexion et qui invite tout le monde, n'importe qui, à réfléchir à son impact et finalement à développer une forme d'harmonie, de résilience sociale, sociétale, sur un écosystème terre qui est le nôtre. Si moi je me concentre uniquement sur ce qui est important pour moi, il se peut que je cause du tort à quelqu'un sans m'en rendre compte. Et donc porter mon attention sur est-ce que ce que je fais a un impact sur les autres, pour moi en soi c'est déjà une démarche de transition. Je trouve que dans cette façon de vivre où on achète du nouveau et puis on jette, et puis on achète, puis on jette, puis on achète, puis on jette, puis on achète, puis on en jette, ben on en oublie d'essayer de voir si on ne peut pas continuer à vivre avec ce qui se vit là. Et pour moi, humainement, c'est de ça que ça parle. C'est-à-dire, quand ça ne se passe pas bien avec quelqu'un, est-ce que je peux essayer de prendre soin quand même pour voir est-ce que ça peut se relever, est-ce qu'on peut s'enrichir de ça. C'est ça derrière. Pour moi, il y a un trésor à cet endroit-là. Si je jette le truc, bon bah ok, j'en prends un autre et je redémarre à zéro. Si j'arrive à traverser la tempête et à faire en sorte que ce soit un enrichissement pour l'autre et pour moi, bah là on en sort tous les deux grandis. Et donc pour moi, il y a un élément de transition majeur à cet endroit-là.
Parce que je reste persuadé que derrière tout énervement, derrière toute violence, derrière tout pétage de plomb, il y a une volonté de contribuer, une volonté d'offrir ce qui se vit pour nous et qui est très important. Et ça fait partie de l'écosystème pour moi. Et si on passe à côté d'un trésor. Alors la transition pour 68 arts, c'est beaucoup de choses. Donc toute ma vie, j'ai espéré, j'ai cru en des valeurs qui ont tendance à mettre du temps à se réaliser. Quoi. La transition, c'est pas créer un nouveau monde, parce que le monde, il existe. Toutes les valeurs qu'on met en avant, ce sont des valeurs humaines, sociales, toutes simples. C'est simplement reconnecter l'humain à la nature, essayer de recréer le collectif, le vivre ensemble, l'harmonie, aussi bien du terrain, régénérer le terrain, mais c'est aussi régénérer les corps, régénérer les esprits. C'est créer ce qu'on appelait avant une communauté. Une majorité de projets d'îlots, d'archipels comme tu parles, là, je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté de rester ouvert et connecté au monde. Je pense que dans les années 70, de ce que j'en sais, de la vision que j'en ai, puisque j'ai pas la science infuse et j'ai pas forcément raison, c'est un principe important, mais moi, l'image que j'en ai, c'est que c'était des bulles qui étaient assez hermétiques, qui étaient contre peut-être, ou je sais pas. En tout cas, il se passait peut-être plein de belles choses dedans, mais il y avait peut-être dans mon imaginaire à moi un manque de connexion à la réalité du monde. Nous, aujourd'hui, ici, mais dans plein de lieux qu'on a pu voir, il y a une vraie volonté de contribuer à ce monde, quoi, d'en faire partie, en apportant une pierre un peu différente. Encore une fois, pas contre quelque chose, mais pour plutôt quelque chose, quoi. Ah, c'est très large. Transition de quoi? Transition agricole, transition énergétique, c'est vague. Il y a beaucoup de transitions à faire. Moi, ça m'évoque qu'on vit dans un monde où on n'a pas conscience des réalités. Et qu'il faudrait d'urgence une transition, une grosse transition, mais on n'est pas parti pour la faire. Donc vous pouvez décider ce de quoi vous allez discuter, la façon dont vous allez vous organiser pour le faire, et ce que vous allez produire, et ce que vous vous donnez comme objectif à produire pour la restitution finale. L'idée là aussi, c'est de partager une culture qui deviendrait commune pour partir sur des bases d'attention les uns envers les autres et envers le vivant autour de nous, de vouloir coopérer, de vouloir construire ensemble. Et de ces valeurs-là, nous pensons collectivement qu'on va en avoir beaucoup besoin dans des temps qui pourraient devenir plus compliqués en termes d'accès aux ressources, en termes d'accès à l'emploi, à l'argent, et qu'une société qui rentrerait dans des difficultés ou qui verrait des difficultés s'aggraver serait peut-être plus armée si elle est habituée à faire ensemble, à coopérer. L'union fait la force, c'est pas nouveau. Et dans l'adversité, il semble que, en tout cas dans la nature, on voit beaucoup d'exemples de coopération, de synergie, de symbiose. Et c'est ça qu'on essaye de développer comme idée, par opposition à la compétition, à l'individualisme, au fait de vouloir monter les uns contre les autres et du coup de rester un petit peu dans sa zone de confort ou un petit peu peut-être isolé. Donc là, c'est de casser les cloisons, de tisser des liens entre tous et toutes et d'essayer d'avancer ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est aussi une dimension très importante qui est une sorte de fil rouge dans les activités de la base, c'est la convivialité. Les réunions se terminent par des moments où on boit un coup, on grignote quelque chose, on va discuter de façon beaucoup moins informelle. On organise aussi des moments de convivialité spécifiques, des pique-niques, des repas, des soirées. Le lien qu'on essaie de tisser, de renforcer entre les différents acteurs et les actrices de la transition au niveau local, c'est un lien qui est affectif, qui va
au-delà de l'intérêt qu'on pourrait avoir pour telle ou telle connaissance ou pour développer nos propres activités. En fait, l'idée, non, c'est qu'une communauté se renforce et ce maillage, ce réseau, finalement, finisse par faire une toile assez solide pour encaisser les soubresauts que nous promet le changement climatique, la déplétion de toutes les ressources, voilà, les tensions diverses et variées auxquelles la société fait déjà face et risque de continuer de faire face dans les années qui viennent. Il y a vraiment, pour moi, un besoin de se préparer et de s'organiser. De préparer le territoire aussi à faire face à ça. Et finalement, à développer la résilience locale, mais de manière finalement créative et en utilisant ce qui est existant aujourd'hui. Enfin, on a encore cette chance d'avoir du pétrole, de l'électricité, les routes ne sont pas toutes cassées, et encore, tu vois, il y a eu ça dans notre département. Donc c'est se préparer à tout ça, ouais. Bon, du coup, on n'invente pas grand-chose, parce qu'effectivement, ça ressemble à l'éducation populaire. On ne fait que reprendre cette idée qu'on peut tous progresser et s'émanciper collectivement. Pour moi, la transition, c'est un positionnement personnel pour aller vers un mode de vie plus sobre, au niveau d'un impact qu'on pourrait avoir sur le dérèglement climatique, par exemple. Ça, c'est le sol niçois quand il est laissé découvert. Sauf qu'il y a 300-400 ans, ça a été déforesté pour faire de l'horticulture, comme à pas mal d'endroits des collines niçoises. Mais un sol qui est laissé à découvert, avec l'exposition qu'on a, puisque le sud est juste ici, ça devient un sol purement minéral, très drainant, donc il ne garde que très peu d'eau en surface, même s'il pleut à verse. Donc soigner, ça commence par mettre du broyat là où tu marches, ça continue avec amender toutes ces surfaces avec depuis du biochar jusqu'à différentes alternances de couches entre azote et carbone, pour essayer de ramener le plus de vie possible. La vie non seulement de toutes les plantes qui sont là, mais aussi tout l'écosystème de bactéries qui est autour, tous les réseaux mycorhiziens des différents champignons qui relient le tout en un grand système intelligent, adaptatif, qui va toujours se développer vers l'abondance. La transition, elle va se faire si on crée des exemples. C'est un lieu qui se veut être démonstratif. C'est bien beau, des réunions, des théories, mais à un moment donné, il faut donner des exemples. Donc il faut créer des endroits comme ça, même au sein d'une ville qui est quand même de plus en plus bétonnée, créer des îlots comme ça de nature où les gens peuvent se réunir, discuter, avoir des projets, des rêves. Pour moi c'est plus un tiers-lieu, un endroit où tout le monde doit se réunir, qui doit déborder simplement sur l'espace, sur le jardin, qui doit toucher le quartier, un éco-quartier, et en même temps voilà, donc c'est plutôt le côté démonstratif. Pour moi la transition elle passe par là, quoi. Il y a un côté comme ça qui est pour moi fondamental en fait, de donner l'exemple, tu vois. Donner l'exemple d'un mode de vie vraiment résilient, sans se mettre une pression de fou, c'est-à-dire qu'on est des humains, on est dans une société telle qu'elle est, un système économique tel qu'il est, donc ce n'est pas simple de dire non à tout. Tu vois, un ordinateur, etc. C'est pas ça l'idée, c'est pas de vivre au fond des bois ou... Mais derrière, il y a une volonté de se mettre en action. Il y a une volonté de créer le monde dans lequel on a envie de vivre. Il y a une volonté de prendre sa part de responsabilité. On est conscient, on peut être indigné, mais c'est pas le moteur de notre énergie. Notre énergie, c'est vraiment de créer, d'essayer, de vivre le monde dans lequel on a envie de vivre, d'essayer, quoi. Donc, pour moi, fabriquer une tiny house, des tiny house, c'est une activité économique, c'est ce à quoi j'aspire.
Quand j'ai créé C'est du bois, là-bas, c'était pour faire justement des tiny houses, de faire des choses utiles. Alors, pas que ça, je veux faire aussi des cabanes, des choses comme ça. Du micro-habitat, vraiment du micro-habitat. Mais je ne veux pas me faire bouffer aussi par le côté, je ne veux pas être une grosse entreprise, je n'ai pas envie d'avoir forcément des salariés, plutôt des collaborateurs. Mais si je fais 1 ou 2 tiny houses par an, c'est très bien. Je ne veux pas non plus... Le but, c'est de s'alléger. Donc si c'est pour que je m'allège en vivant dans une tiny house, mais être débordé de commandes, c'est pas le but, ça sert à rien, c'est pas cohérent. Notre projet économique, il est basé sur ces deux projets-là, le maraîchage bio et l'écolo. Parce qu'aujourd'hui, vivre uniquement du maraîchage bio sur des petites surfaces comme là, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, c'est 12 heures de boulot par jour pour gagner 300 € par mois, c'est pas possible, quoi. Parce que le maraîchage, on peut tout faire bien, avec les meilleures techniques, permaculture, tout ce qu'on veut, entre trop de pluie, pas assez de pluie, trop de soleil, pas assez de soleil, les maladies, les ravageurs, on peut tout planter assez facilement, quoi. Donc c'est super intéressant, c'est passionnant, mais nous on n'avait pas envie de se retrouver prisonnier et dépendant simplement que de ça. Tous les stages que je propose gratuitement. C'est une volonté de ma part de rendre accessible ces aventures-là à tout un chacun, parce que je vois qu'il y a parmi les oppressions systémiques, il y en a une pour moi qui est majeure, qui est celle de l'accès financier aux choses. Et bien souvent, les personnes les plus défavorisées ont le moins accès à des disciplines de développement personnel ou de bien-être, et donc ça entretient finalement le fait qu'ils vont pas bien, parce qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux. Et donc voilà, il y a un truc qui avait aussi envie de sortir d'un système financiarisé, où tout a un coût, où on met une valeur sur tout, et où finalement on attend aussi de la reconnaissance à travers l'argent qu'on reçoit. Dans la coopérative, quel que soit le montant du capital ou de l'argent qu'a apporté la personne, elle ne disposera pas plus de pouvoir que quelqu'un qui a apporté juste sa voix. Chacun compte, et chacun compte par ses valeurs et par ses façons d'être. C'est pas l'argent qui est important dans la coopérative. De cette transition, moi j'en ai fait un métier finalement, de permacultrice, transmettrice, facilitatrice, pour parler de ces choses-là et surtout de faire quelque chose qui me plaît aussi, c'est-à-dire de rentrer dans un mode professionnel, mais qui est épanouissant. Je ne suis pas forcément la meilleure jardinière du monde, mais j'apprends à concevoir des systèmes. C'est un des métiers que j'ai développé suite à mes formations de permaculture. J'ai été cofondatrice de l'association Chilakong, donc j'ai accompagné le développement du jardin du Petit Pessicard à ses débuts. J'ai aussi travaillé avec les jardins partagés de Terrasse et Gourana à Colomar. Mon rôle là-dedans, ça a été de préciser et de concevoir le système en fait, de concevoir le système terrain et de réfléchir aussi, par exemple pour le jardin du Pessicard, de préciser la vision du projet, ses objectifs, ses missions. Moi, l'idée, c'est vraiment justement de pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir payer le loyer. Par exemple, ici, j'ai un loyer que je paye pour pouvoir installer ma tiny house. Et forcément, on a besoin d'un minimum pour vivre. Mais après, le reste, c'est justement plutôt donné avec cœur dans de l'associatif, dans des choses en transition avec d'autres personnes, parce qu'on a tout un réseau à tisser et on est en train de tisser tout un réseau dans le département. Et voilà, le but c'est d'être acteur, mais après non, le rapport à l'argent c'est... Voilà, calmos. Donc là, l'idée c'est que le mouvement puisse s'organiser avec un coût faible et voire une gratuité. Pour pouvoir permettre à des gens de fonctionner gratuitement, il faut générer un petit peu de revenus. Et donc il y a certaines soirées ou certaines animations qui vont être à prix libre et conscient. Donc là, on ne veut pas fixer de prix au préalable, mais on veut essayer de raconter aux gens quels sont les moyens qu'on a mis en œuvre pour leur fournir ce qu'on leur propose. Et du coup, alors
à leur appréciation, comment est-ce qu'ils pensent que ça vaut, combien est-ce qu'ils pensent que ça vaut, combien est-ce qu'ils seraient prêts à donner, ou qu'est-ce qu'ils pensent être juste de donner en fonction de leurs propres revenus. Ça permet de générer une caisse et de financer nos activités. Et franchement, moi je trouve ça plutôt excitant de faire ça parce que justement c'est du bonheur de passer vraiment à l'action, quoi. Juste sur un petit environnement comme celui-ci, c'est le meilleur exemple justement pour soi, pour faire sa transition à soi. Chacun a son petit coin, son petit lopin de terre, sa petite tiny, mais à côté, il y a notre voisin, on fait des choses ensemble et puis on crée des choses ensemble. C'est comme ça que je vois la transition. C'est vraiment l'important aussi, c'est pas non plus de se faire bouffer par le collectif. Hein, il faut vraiment être bien soi pour être mieux après dans un collectif. Mais c'est assez excitant hein, d'arriver sur un lieu comme ça et on se dit bon on fait voilà, la roulotte elle s'arrête là et on fait un petit bout de chemin ici et puis on va voir la suite. C'est ce côté nomade un peu. Enfin, ça fait partie du chemin, c'est notre chemin quoi, et le chemin de chacun. Et c'est ça aussi pour moi la transition quoi. Enfin, c'est une transition personnelle et collective, quoi. Le but c'est il y a un lieu qui existe déjà et puis on s'y imprègne ou pas. S'il y en a qui ne se sentent pas, ils repartent. Et puis on vient y mettre en place notre activité. À la base, voilà, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, ne pas trop se faire bouffer par le collectif. Donc vraiment, il faut penser d'abord à soi en ne perdant pas son projet à soi. Et c'est ça qui me plaît ici. Et après, justement, chacun fait son petit projet, chacun est libre de s'impliquer sur le temps qu'il donne pour s'impliquer justement à côté sur le collectif. Et voilà, après l'idée, on est là, on pose notre graine. Et puis demain, on ne sait jamais, on a un coup de cœur d'un terrain. Puis surtout, c'est un peu ça. Demain, il y a un terrain qui se présente à nous, un autre lieu qui se présente à nous. Peut-être qu'on va y aller. Ou peut-être qu'on va rester là parce qu'il y a une énergie qui est là. Et, voilà. C'est-à-dire que c'est une remorque faite pour les tiny house pour porter un poids pour qu'au total, encore une fois, on arrive à 3,5 tonnes. Et l'idée, vraiment, c'est de pouvoir bouger, de l'emmener au gré de nos aventures, derrière soi, comme un escargot ou comme une tortue, on se balade avec notre maison. J'ai passé plusieurs années à transmettre les éthiques, les principes de permaculture, les outils de conception. Et j'ai vraiment envie d'aujourd'hui d'entrer un peu plus dans la partie agricole, productive. J'ai à cœur de continuer à organiser des formations, à continuer à transmettre ou à mettre en lien des gens qui souhaitent apprendre avec des gens qui peuvent transmettre des connaissances et de continuer à concevoir aussi, d'accompagner des clients dans leur design, dans la conception de leur lieu. Toute cette partie-là, l'écaille, la serre, le poulailler, l'autre serre et la partie qu'il y a derrière, c'est le jardin, c'est le potager pédagogique et nourricier. Donc c'est un potager où toute l'année des personnes viennent, des adhérents de l'association viennent et nous aident à le mettre en vie. Et c'est un potager qui tout l'été sert à nourrir en légumes les enfants et l'équipe sur les 3 colos de l'été. Ça représente 109 enfants sur l'été, plus une douzaine d'adultes. Voilà. Et donc l'idée c'est que durant tout l'été, les enfants qui viennent ici en colo, tous les jours, il y a un groupe d'enfants avec un adulte qui sont chargés de récolter, de semer, de désherber, d'arroser, de s'occuper des poules, de s'occuper des cailles et tout ça. Voilà. Ça fait partie intégrante du projet. L'année dernière, on a acheté 0 légumes de l'été parce que tous les légumes pour la colo ont été fournis par le potager pédagogique et nourricier. L'idée, c'est d'expérimenter, de transmettre un certain nombre de savoir-faire, de connaissances ou d'idées, de brasser un petit peu tout ça. Donc il y a une sorte de système un petit peu de co-apprentissage où on se nourrit de la richesse des uns et des autres. Bien souvent, on n'est pas extrêmement spécialiste en quoi que ce soit et on va apprendre en essayant de proposer. On va proposer une soirée sur l'énergie nucléaire pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants. On va avoir invité peut-être un expert et soi-même on va se documenter pour pouvoir nourrir une discussion et l'idée c'est de faire le point ensemble
avec les données actuelles de la science ou pour avoir une idée claire. Été 2019, il y a un formateur architecte environnemental péruvien et une équipe qui s'appelle les Papillons Voyageurs de permaculteurs qui ont orchestré une formation à l'éco-construction. Et donc on est parti du problème pour aller à la solution cuisine qui avait été trouvée par un groupe de design collectif, parce que depuis 2018 le design ici est collectif. C'est un groupe de personnes qui s'y penchent en utilisant les méthodes de la permaculture. Et s'était dit ici ça serait très intéressant pour une cuisine. On essaie plein de choses, et puis au-delà des cultures, de l'accueil des enfants, c'est aussi apprendre à fonctionner aussi nous avec nous-mêmes et avec les autres autrement. Donc on se forme à la CNV, on a fait une formation en Suède sur la gouvernance partagée, la gouvernance un peu horizontale. On utilise pas mal de jeux coopératifs, on fait des cercles de parole, ce genre de choses, quoi. Donc c'est assez complet en fait pour moi la transition. Un groupe humain qui va faire ensemble, il va forcément traverser des zones qui vont les faire travailler sur là où le bas blesse pour à peu près toute l'humanité. C'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire différentes formes en fait, de rapports humains aussi, où est-ce qu'on place la lisière entre notre philosophie. Enfin, je pense que dans la permaculture, dans la transition, il y a des racines, le sens est large et sous son acceptation la plus laïque, mais il y a aussi des racines un petit peu de spiritualité, c'est-à-dire comment on comprend l'évolution de l'humanité et de la planète et comment on y donne une réponse locale. Et donc ça nous fait traverser beaucoup de choses, beaucoup d'étages en fait, donc c'est vraiment quelque chose d'assez intégral et forcément ça occasionne des tensions. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que si on avait décidé de monter un club de bridge à l'angle de la rue du Bas, on aurait eu beaucoup moins de tensions. Parce qu'on aurait transformé beaucoup moins de choses en nous-mêmes et dans l'extérieur. Donc à un moment donné, franchement, il faut accepter le jeu de ces tensions-là. Et il faut arriver à attraper un petit peu les perches qui nous sont tendues par la permaculture humaine. Qui propose beaucoup de façons de faire ensemble avec des méthodes très créatives et très reconnectées un petit peu à l'ensemble de nos strates et pas que intellectuelles, pour casser un peu les projections, les mécanismes un peu de programmation et tout. Je pense à la facilitation de l'intelligence collective qui en est assez proche, tout ce qui peut être sociocratie, holacratie, les différentes évolutions un petit peu de comment se réunir ensemble, décider ensemble et tout. Donc, c'est un chemin, je ne pense pas qu'on est arrivé où que ce soit, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que dans ce monde qui s'effondre, on a besoin d'inspiration. Moi-même, j'ai été inspirée par des gens, par des fermes, par des jardins pédagogiques, par des gens qui avaient vraiment choisi de vivre autrement. Et c'est ça aussi qui m'a nourrie et qui m'a fait aller vers ce que je fais. Et j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, j'ai pas envie de transmettre tout ce qui est lié à la permaculture si moi-même je ne vis pas les choses concrètement, en fait. Ça n'aurait pas de sens. Là, il y a beaucoup de questions très profondes à interroger. Et l'idée, c'est de le faire collectivement, là aussi. Au sein d'ateliers, au sein de discussions, de pratiques, puisque les relations aussi des parties prenantes de la base essaient d'être apaisées, où on s'écoute, où on laisse la parole à chacun, à chacune. Il y a une urgence, j'en suis consciente, mais il y a aussi un besoin de faire les choses plus calmement et plus sobrement. C'est aussi prendre le temps de faire les choses. Et un projet durable, finalement, il se construit, tu vois, doucement. Il n'y a pas de précipitation à avoir. En tout cas, c'est un cheminement qui prendra du temps, mais il faut le prendre, selon moi. Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fières et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns.
C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. À vous, qui avez accepté un boulot parce qu'il faut bien une première expérience. À vous, dont les proches travaillent à perpétuer le système et qui sentez le poids de leur regard sur vos choix professionnels. À vous qui, assises derrière un bureau, regardez par la fenêtre en rêvant d'espace et de liberté. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté et nous doutons parfois encore. Mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins. Alors déjà, chose importante pour moi, j'appelle pas ça une technique. Alors, la technique que je pratique... D'accord, ok.